Alors, après la sécurité des infrastructures, je vous propose d'aborder la question de la sécurité des conducteurs et notamment les plus fragiles, les motards. J'invite Pierre-François Tissot à me rejoindre. Ah non, c'est pas... C'est Kevin. Kevin Gay. Ah bah, pardon. Mais en tout cas, pour présenter bien Inemotion, on est bien d'accord. Oui, par contre, c'est la bonne entreprise. Ouais. Et vous avez votre airbag avec vous. Ah non. Donc, bonjour à tous. Kevin Gay, donc, je suis responsable produit pour Inemotion et aussi je gère l'ensemble des partenaires avec qui on travaille. Ouais, super. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue donc, Nicolas Deléage, qui est expert donc, de la data. Et donc, c'est de ça qui va être question dans cette présentation. Donc, on sort un petit peu de la partie automobile. Donc, il y a une introduction qui a été faite sur la moto, donc c'est très bien. Parce qu'Inemotion Airbag donc, est positionné majoritairement sur le marché de la moto, même si on couvre aussi la partie équitation et ski. On reviendra dessus juste après. Rapidement, puisque du coup, ça peut être un petit peu éloigné pour certains, ce marché de la moto. Donc, on va revenir un tout petit peu sur qui est Inemotion et le marché de l'airbag autonome. Très succinctement, et puis on rentrera ensuite dans le vif du sujet avec donc comment est-ce que Inemotion utilise la data pour augmenter la sécurité des motards, et puis ensuite une ouverture sur le futur du marché. Donc Inemotion, c'est une entreprise qui a été créée en 2014. On a démarré très rapidement après le ski et l'équitation sur l'univers de la moto. Aujourd'hui, on est une équipe qui est 100% dédiée donc, à la technologie d'airbag électronique, qui est donc une évolution, on va dire, des airbags qui existaient sur le marché depuis quelques années, mécaniques, où là, du coup, on fait intervenir, grâce à l'augmentation et à l'amélioration des technologies, l'intelligence artificielle et donc l'univers de la data dans la prise en charge de l'ensemble des accidents. On travaille beaucoup avec l'univers de la compétition, on travaille beaucoup avec donc beaucoup de marques qui sont représentées sur chacun de leurs marchés, afin d'avoir à la fois l'expertise d'une marque très présente sur son marché, en l'occurrence une marque d'équipement, et une technologie comme l'airbag Inemotion. Aujourd'hui, on a un peu plus de 70 000 utilisateurs, ça commence à représenter une certaine masse de personnes, sachant que ça fait 4 ans que l'airbag est aujourd'hui commercialisé, donc c'est quelque chose qui continue d'augmenter, et on collecte en fait la data de l'ensemble de ces utilisateurs, ce qui fait qu'aujourd'hui on a engrangé à peu près 180 millions de kilomètres de data parcourus par l'ensemble des usagers à moto qui utilisent donc l'airbag. Et sur ces 180 millions de kilomètres, on a déjà récolté plus de 10 000 chutes qui ont été donc couvertes par le système airbag. Ça fait que de monter en fonction du nombre d'utilisateurs. On a tendance à suivre, à démarrer une courbe, on va dire plutôt qui a une allure exponentielle. Donc on s'attend à avoir une quantité absolument phénoménale de data à gérer dans les années à venir. Inemotion, on a toujours eu vocation à essayer d'améliorer, d'utiliser la technologie pour continuer à améliorer, à ouvrir cette technologie d'airbag au plus grand nombre. Donc on est présent, comme je disais, sur plusieurs marchés. Mais dans les derniers exemples en date, en avril 2022, on était le premier système airbag à équiper des pilotes au Tourist Trophy. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. C'est une course qui est assez impressionnante et on se rend compte de la finesse qu'il va falloir avoir dans certaines pratiques pour être capable de gérer correctement l'accidentologie donc sur ces usagers-là. On a également été en octobre 2018 ou en mai 2018, les premiers à avoir les 5 étoiles au test SRA, qui est aujourd'hui un des tests sur lesquels on se base énormément pour être capable de faire améliorer la prise en charge donc, de la sécurité efficace de notre système airbag. Quelques mots donc, sur le marché de l'airbag autonome. C'est un marché désolé pour la mise en page. C'est un marché donc, qui fait donc, que croître. Il y a beaucoup d'acteurs qui se mettent en place, des comités normatifs, beaucoup de marques d'équipement, des fournisseurs, les assureurs qui commencent à trouver clairement un intérêt dans ce type d'équipement-là. Et donc, c'est autant de sources d'informations que Inemotion prend en charge pour pouvoir justement continuer d'améliorer et avoir cette volonté d'amélioration continue des systèmes de sécurité.
On a utilisé aussi également, et on utilise aussi régulièrement, notre base de données clients, forcément, donc ces 70 000 utilisateurs qui permettent de nous remonter énormément de caractéristiques d'usage qui vont nous servir à affiner les algorithmes de détection pour savoir quelles sont les attentes, puisque un accident, alors c'est là que c'est un petit peu particulier, mais tous les accidents ne sont pas bons à prendre en charge, en particulier quand on commence à aller vers des pratiques un peu plus extrêmes, comme le rallye raid, comme la course moto sur circuit. Et donc, on se rend compte que même si la technologie est relativement nouvelle, on commence déjà à avoir une expertise de la part des utilisateurs qui veulent choisir quand est-ce qu'ils souhaitent être protégés ou pas. Donc, ça complexifie encore un petit peu ce jeu-là, puisque l'utilisateur en lui-même rentre en compte en ligne de mire directe en disant « ça, c'est un accident, ça, c'en est pas un, je suis peut-être tombé, mais c'est pas un accident pour moi ». Donc, voilà, c'est un jeu que Nicolas pratique avec merveille tous les jours. L'augmentation, on va dire, de l'accélération du marché actuel, elle passe par forcément l'augmentation de la disponibilité des produits, la diminution des prix. L'effet volume nous permet enfin de descendre le prix de ce type de technologie. Et puis l'implication des tiers, les gouvernements qui participent activement à la mise en avant de ce type de technologie, puisqu'il y a clairement un intérêt de la part de l'ensemble de la communauté à avoir une réduction forcément du nombre d'accidentés, mais également donc, des assureurs, des fédérations, des associations, etc. Donc juste pour vous donner une rapide overview de ce que représente aujourd'hui au niveau de l'équipement l'airbag autonome. Tous les points rouges, c'est des références qui ont moins de 4 ans. On voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se mettent en place sur le marché et beaucoup d'équipements qui commencent vraiment à se diversifier. Donc, ça marche en accélération claire, qui a déjà fait ses preuves et qui, du coup, a de plus en plus d'écoute de la part de l'ensemble des acteurs du marché. Et là, on va rentrer donc dans le... On n'a vraiment pas de bol sur la mise en page. On va rentrer donc dans le vif du sujet. L'airbag autonome, c'est donc une partie hardware avec des éléments passifs de protection, donc une dorsale par exemple, ou une poche de gonflage, la poche airbag. Mais c'est donc aujourd'hui, et c'est de ça dont il est question actuellement, une partie software avec donc l'intégration de l'intelligence artificielle et de la data. Donc, pour rentrer dans le détail de notre produit, comment il fonctionne et comment on utilise la data chez InEmotion, je vais commencer par vous présenter la technologie, donc le boîtier électronique. Ce boîtier électronique, finalement, il contient 4 modules essentiels. Le premier, c'est les capteurs. Donc, c'est un composant électronique qui contient lui-même 6 capteurs, des accéléromètres qui mesurent des accélérations dans 3 directions de l'espace, une accélération longitudinale au déplacement de l'utilisateur, une accélération verticale et une accélération transverse. Il y a 3 gyroscopes également qui mesurent 3 vitesses de rotation autour de ces 3 axes-là. Donc ça, c'est la base des informations qu'on utilise pour détecter la chute. Ces capteurs, ils prennent une information toutes les millisecondes, donc 1000 informations par seconde. Ensuite, on a un microprocesseur qui est comme un petit ordinateur qui traite ces informations. C'est là-dedans qu'il y a l'algorithme de détection de chute. Il prend en input les informations du capteur et il prend une décision toutes les millisecondes. Est-ce que je dois gonfler l'airbag, oui ou non? Donc, on a 1000 décisions qui sont prises par seconde en permanence dès que l'utilisateur utilise son airbag. Une fois qu'on a pris la décision, on pourrait jeter à la poubelle l'information mesurée par les capteurs. Et la bonne idée qu'on a eue, c'est de se dire, on va la garder, cette information, et on va la stocker dans le boîtier électronique pour pouvoir l'utiliser. Et ensuite, on l'utilise parce qu'il y a un module de transfert, de communication de ces informations. Donc, c'est des informations qui sont chiffrées et anonymisées. Ensuite, le transfert, c'est de ces informations chiffrées. On les récupère sur nos serveurs. Et ensuite, on peut les analyser et améliorer nos algorithmes de détection sur la base de vraies situations, de vraies chutes ou de vraies situations réelles de roulage de nos utilisateurs. Et la communication se fait dans les deux sens parce qu'on est capable de redescendre des mises à jour à l'ensemble de nos utilisateurs pour qu'ils aient en permanence la dernière mise à jour, la version la meilleure protection en permanence.
On a une base de données unique au monde parce que, comme on disait en introduction tout à l'heure, aujourd'hui, on a près de 180 millions de kilomètres collectés. On a commencé très rapidement en 2019, au début de la commercialisation. On a eu près de 1 ou 2 millions de kilomètres, ce qui est l'équivalent de l'ensemble du réseau routier français. Ça, c'était en 2019. Très rapidement, en 2022, on a dépassé les 60 millions de kilomètres, ce qui est l'ensemble des réseaux routiers du monde. Donc, c'est comme si, en 2022, c'est comme si InEmotion était passé sur toutes les routes du monde. Et aujourd'hui, on est à plus de 180 millions de kilomètres. Un autre ordre de grandeur, c'est la distance qui nous sépare la Terre du Soleil. C'est 100 millions de kilomètres, je ne sais plus exactement. Mais c'est quelque chose comme ça. Donc, on a dépassé cette distance. Donc, c'est une masse de données colossale. Et en parallèle de ça, on a également des données sur des chutes, parce qu'on récupère ces informations sur nos utilisateurs. Aujourd'hui, on a collecté plus de 10 000 chutes qu'on a couvertes, et on peut améliorer nos algorithmes de détection sur le timing idéal pour gonfler l'airbag. Un autre exemple, un autre exemple de la quantité de données que ça représente. Un film, c'est 24 images par seconde. Nous, on a dit qu'on prenait une mesure toutes les millisecondes, donc 1000 par seconde. Donc, si on fait la comparaison, c'est comme si on avait 13 000 années de rush non-stop de films enregistrés sur nos serveurs. Et c'est sur cette base-là qu'on est capable d'améliorer nos algorithmes. Donc, aujourd'hui, comme je disais, on a une base de données unique au monde. Ici, j'ai représenté l'ensemble des chutes qu'on a collectées chez InEmotion sur la planète. Même en Inde. Oui, parce qu'on équipe aussi des pilotes en compétition, en particulier en MotoGP. Et alors en Inde, je ne sais pas s'il y a des grands prix, mais en Océanie, en tout cas. Là, c'était juste une animation pour montrer qu'on était présent principalement en Europe, mais partout dans le monde. Et si on fait un zoom sur les données qu'on obtient, finalement, pardon. Je prends l'exemple de la compétition avec le MotoGP. Ici, j'ai récupéré toutes les données qu'on a eues pour un pilote sur une journée. Et en fait, on est capable de reconstruire un circuit de vitesse sur la base de ces données, vu qu'on en prend 1000 par seconde. Et les points rouges représentent toutes les chutes qu'on a vécues sur ce circuit en particulier, quels que soient nos pilotes. Donc, on peut voir qu'on est capable d'identifier des zones qui sont un peu plus accidentogènes que d'autres. Mais on peut rentrer en détail sur une chute en particulier et regarder comment on utilise la donnée. Donc ici, il y a une petite vidéo d'une chute d'un pilote. Donc c'est une chute assez violente. C'est les chutes les plus redoutées par les pilotes de Grand Prix. Ils appellent ça des high side. Donc c'est au moment où ils sont dans un virage, ils accélèrent à la sortie du virage, ils perdent l'adhérence et d'un seul coup l'adhérence revient et ils sont catapultés à l'extérieur du virage. Donc cette chute-là était à 160 km/h et le pilote est catapulté. Et donc le pilote avait un boîtier électronique comme d'autres de nos utilisateurs. Et ici, je vous ai représenté l'accélération qu'on a mesurée avec les accéléromètres en fonction du temps sur les 2 secondes qui précédaient le gonflage et sur les 2 secondes qui suivent le gonflage. Le gonflage a eu lieu à ce moment-là. On voit qu'il a une main qui a lâché son guidon, l'autre peut-être elle est encore sur le guidon, mais c'est au début du catapultage, au début où il perd le contrôle de sa moto et on gonfle l'airbag à ce moment-là. On voit qu'il commence à être gonflé ici au niveau des côtes et au niveau des épaules. Et toute la difficulté de l'intelligence artificielle qu'on développe, c'est d'être capable de dire ce point est critique, ce point est le point de non-retour à partir duquel il faut gonfler l'airbag pour protéger le pilote. Donc la difficulté, c'est que finalement, quand on regarde l'accélération, on voit que précédemment, il y avait des moments où il y avait des accélérations plus intenses, mais c'était des situations normales de pilotage sur des gros freinages, des grosses accélérations. Pardon. Un petit verre d'eau. Et donc la difficulté, c'est d'identifier ce point de non-retour qui est la signature d'une chute.
pour pouvoir gonfler l'airbag à ce moment-là et finalement protéger le pilote quelques millisecondes ensuite, qui suivent. Ici, 1 seconde après, c'est le moment où il touche le sol. Toute cette phase-là, c'est la phase de vol du pilote. Et la phase la plus brutale, où il y a le plus d'énergie à dissiper, c'est lorsqu'il impacte le sol. Et du coup, à ce moment-là, il faut que l'airbag soit pleinement déployé. Il arrive vraiment à faire la différence quand ça de G, quand ça a une courbe importante de la par rapport à la chute. En fait, on a une analyse, en fait, un enregistrement à la base pour faire l'algorithme de situation normale de roulage. Et donc, quel que soit, donc là, dans le cadre de la moto, mais quelle que soit la pratique, on va avoir différents événements qui vont arriver au fur et à mesure de la pratique. Donc, par exemple, récemment, on a eu le rallye raid à gérer. Donc, il va y avoir des sauts de dunes, il va y avoir une prise de pierre plus ou moins calculée, mais où le pilote reste sur la moto. Donc là, on est sur une situation normale de roulage, même si on est un petit peu borderline. N'empêche que le pilote reste sur la moto, c'est pas un accident. Et ensuite, il va falloir justement, à partir du moment où le boîtier va analyser et voir qu'on est sur des paramètres d'enregistrement qui diffèrent de l'ensemble des événements qu'ils ont pu enregistrer dans les situations normales de roulage, c'est ce qu'on va appeler justement ces points de non-retour et qui vont correspondre en fait à des chutes. Pour le coup, c'est ce qui fait que même s'il se passe énormément de choses sur la moto, on va savoir qu'on est sur une situation normale de roulage ou on est sur une situation d'accident. Et vous arrivez à quel taux de fiabilité par rapport à ça? Aujourd'hui, on a 95% de chutes qui sont détectées au bon moment et couvertes. Donc, sur les 10 000 chutes qu'on a collectées, il y en a 9 500 où on a déclenché au bon moment. Et la contrepartie, c'est qu'il ne faut pas gonfler l'airbag à des moments où il ne faut pas se gonfler. Et on fait ce qu'on appelle un intempestif, donc un gonflage non souhaité, tous les 10 millions de kilomètres. Donc, c'est très rare. Si on prend un motard qui a 40 années d'expérience, pour rouler 10 millions de kilomètres, je crois qu'il faut qu'il roule 40 000 kilomètres par an. C'est quelque chose comme ça. Donc, on a des performances qui sont correctes. Et notre objectif, c'est de toujours les améliorer et de réduire ce risque d'intempestif, d'aller adresser d'autres activités qui sont plus exigeantes, qui sont plus compliquées à courir, et d'aller chercher, Par exemple? comme le Tourist Trophy, cette course mythique sur l'île de Man, ou d'autres activités comme la mobilité urbaine, où finalement, c'est plus compliqué de savoir si on a juste perdu l'équilibre au feu rouge sur son vélo ou si on s'est fait renverser par une voiture. En fait, on a même commencé par le ski cross au tout début d'InEmotion. Donc, on avait déjà démarré par quelque chose Vous êtes d'assez savoyard. compliqué. Exactement. Au Savoyard, même. Pardon, Annecy. C'est pas grave. Et donc, le ski cross, ben, les skieurs font pas mal de sauts. Ils peuvent même des fois se mettre des coups de coude, etc. Donc, il se passe déjà énormément de choses. Donc, ça avait déjà été un cas d'école quand même. Il y a une question. Ça veut dire que vous avez des airbags différents en fonction de l'usage. C'est-à-dire que je suppose que quelqu'un qui fait du tourisme, qui fait de la moto-transport, et celui qui fait le GT ou le Dakar, c'est pas le même airbag. Vous avez des paramètres différents ou c'est le même boîtier, les mêmes données enregistrées pour quelle que soit l'utilisation. Ce qui est pratique, entre guillemets, c'est que le corps humain a les mêmes zones vitales, quelle que soit la pratique. Donc, ce qui fait que globalement, les zones à protéger restent similaires. Après, il y a effectivement des évolutions. Un pilote de rallye raid va beaucoup tomber sur le côté, par exemple, et donc exposer beaucoup plus ses coudes ou ses épaules au niveau des chocs. Donc là, effectivement, on va venir compléter soit la zone de couverture avec l'airbag, soit avec des protections passives, pour pouvoir avoir une partie textile, une enveloppe qui sera adaptée aux conditions de besoin de respirabilité, d'évacuation de la chaleur, ou alors de protection avec les éléments extérieurs. Et en parallèle de ça, effectivement, on a des algorithmes qui sont différents en fonction de la pratique. Ce qui fait qu'on va pouvoir, en fait, à un moment donné, on arrive à une limite, c'est-à-dire qu'avec un algorithme, on ne peut pas détecter aujourd'hui l'ensemble et couvrir correctement l'ensemble des pratiques parce qu'on ne va pas avoir les mêmes attentes. Quelqu'un qui arrive à 20 km/h dans un rond-point au milieu de la circulation, avec des gens qui vont passer à 50 km/h juste à côté de lui, va souhaiter avoir son airbag qui déclenche lorsqu'il va tomber dans ce rond-point,
Contrairement à un pilote du Dakar qui, lui, des chutes à 20 km/h va peut-être en connaître 30 dans la journée et où clairement il ne souhaitera pas, déclencher. Donc oui, on s'adapte. Donc, on a des softwares qui sont différents et l'utilisateur peut choisir un mode via une appli et il choisit je suis en mode je fais de la piste aujourd'hui ou je suis sur mon scooter pour aller au boulot et du coup, je switch de mode. Et on s'adapte même en fait, au niveau de l'utilisateur. Quand on a créé le mode Adventure, on a commencé à faire une acquisition. Donc, le mode Adventure, ça avait vocation à ouvrir la possibilité d'utiliser l'airbag dans les chemins, donc dans les endroits où il se passe beaucoup plus de choses. On a fait une acquisition de données sur des pilotes amateurs qui ont créé une première version d'algorithme. Et puis ensuite, on a testé cette première version sur des pilotes professionnels qui ont mis à peu près 35 secondes à déclencher de manière intempestive l'airbag. Et on a eu des puissances de choc au niveau de la réception des sauts, ou alors en MotoGP, des intensités de freinage qui pouvaient correspondre à des premiers niveaux de collision avec des véhicules pour les utilisateurs lambda. Donc finalement, notre expérience sur la compétition de haut niveau sert aussi le monsieur tout le monde ou l'amateur parce qu'on retrouve des patterns ou des informations qui sont importantes pour Et monsieur tout le monde. il nous reste plus beaucoup de temps, oui. On avait- Question? Juste si vous pouvez nous donner une information par rapport au matériel, par exemple le volume des sacs gonflables. Et le poids? Alors, Enfin, il se met où? alors le poids peut-être, mais c'est surtout de se dire bon, que l'airbag se déclenche, c'est une chose, c'est déjà une très bonne chose, mais est-ce que c'est efficace en termes de dommages qui sont provoqués ou non à celui qui le porte? Est-ce que vous travaillez avec des experts médecins? Est-ce que voilà, comment vous déterminez cette technologie? Alors, ouais, tout à fait, bonne question. On travaille effectivement avec des docteurs en biomécanique et en accidentologie pour permettre d'étudier statistiquement quelle est la réduction des blessures qui résulte du fait d'être protégé par un airbag. Aujourd'hui, on arrive à ces premières conclusions constituent entre un niveau 1 et un niveau 2 d'AIS, de réduction d'AIS, donc c'est la sévérité de la blessure. Donc concrètement, ça signifie que basiquement, on va peut-être transformer quelqu'un qui devrait terminer en fauteuil roulant en quelqu'un qui s'est fêlé une vertèbre ou quelqu'un qui, au lieu de se casser une côte, va se fêler la côte ou juste avoir un gros bleu. On va réduire effectivement la blessure. Au niveau du volume, c'est toujours un peu compliqué de parler de ça parce qu'en fait, on est plutôt sur un couple volume-pression de gonflage qui est important de considérer. Donc le volume seul ne veut pas dire grand-chose. Il faut avoir aussi la bonne pression de protection. On se rend bien compte que si on a un volume énorme, mais à une pression très très limitée, on va protéger dans certains cas, je sais pas moi, tomber sur un environnement très plat, mais très limité sur une contrainte ponctuelle. Donc il faut vraiment associer à chaque fois les deux. Donc pour information, on est autour des 12 litres. Donc, il y a une pression de gonflage qui permet, en fonction de notre système, d'avoir une réduction de l'impact qui est significative. Et en complément de ce qu'a dit très rapidement et modestement Kevin, on a aussi le classement SRA qui est là aussi pour mesurer justement les performances, puisque comme pour les chasseurs, il y a le bon et le mauvais airbag. Et on a un classement jusqu'à 5 étoiles, voire des airbags qui ne sont pas classés. Et dans le protocole qui a été mis en place brillamment par Dominique en 2013 et qui a été revu en 2023 avec l'ensemble des fabricants européens, l'idée, c'est vraiment de mesurer la performance. Donc, on va les mesurer jusqu'à le temps de déclenchement, la qualité d'absorption, la qualité de résistance à l'abrasion. Et effectivement, tous les airbags InMotion sont classés 5 étoiles. Donc, ils ont le maximum de points. Et ce protocole, on l'a fait évoluer justement aussi pour la transition est parfaite, pour aller aussi vers d'autres possibilités, puisqu'on avait un premier classement qui était assez restrictif, puisqu'il avait 4 zones obligatoires. On a rendu moins de zones obligatoires, mais des zones optionnelles pour s'ouvrir aussi aujourd'hui aux nouvelles solutions proposées, comme la protection des côtes, par exemple, et qui vont rapporter des points, puisque l'airbag qui aura de plus de zones de protection aura plus de points qu'un airbag qui a moins de zones de protection. Et l'idée, c'est aussi de suivre ce qui pourra nous être proposé plus ou moins rapidement. Je vous laisse. Ouais, bah là, par exemple, on a quelques exemples. Donc, on développe des algorithmes en fonction des différentes pratiques, donc via des modes de pilotage, donc chemin, rallye raid, road racing ou route, tout simplement. Mais ça peut aussi aller chercher donc au ski, à l'équitation. Et en ce moment, donc, on travaille beaucoup sur la mobilité urbaine, qui est quelque chose en plein essor avec l'arrivée des vélos électriques, de vitesse de croisière, on va dire, de ces véhicules qui sont nouvelles par rapport à ce qu'on pouvait appréhender avant.
mais aussi de nouveaux véhicules, hein, comme les gyroroues, comme les trottinettes électriques, etc. etc. On adapte aussi donc clairement la poche de gonflage, la poche airbag, en fonction de l'accidentologie et de l'équipement de l'utilisateur. Par exemple, un cycliste où on va se rendre compte, par exemple, qu'on a 50% des cyclistes qui portent un casque, eh ben, on va proposer un airbag qui vient couvrir la tête pour pallier ces cyclistes qui ne portent pas de casque et qui n'en porteront peut-être pas parce que ça les dérange ou je ne sais quoi. Donc, à chaque fois, on va venir effectivement faire évoluer la poche airbag également à l'utilisation. Oui, moi, toujours. En termes de sécurité, ça c'est bien. Maintenant, au niveau du coût, est-ce que vous êtes référencé, bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire comme le modèle allemand au niveau de la TVA, de faire baisser cette TVA de 20% à, je ne sais pas, 5%, de manière à ce qu'on puisse, nous, acheter ce produit. Et de l'autre côté, messieurs les assureurs, est-ce qu'il n'est pas possible, quand on est justement possesseur de cet airbag, de diminuer les coûts Mais vous avez déjà des partenariats avec des assureurs, monsieur Voilà, la Martelly? question était derrière, est-ce que vous êtes déjà en partenariat avec, et déjà avec le pouvoir public pour dire au niveau de la DSR, on va améliorer la sécurité des gens de par le biais de cet airbag, mais le prix effectivement est peut-être aussi un frein pour les motards, déjà qu'on va avoir un contrôle technique avec des routes qui sont délabrées, et en plus de ça, maintenant, bah, voilà, effectivement, au niveau des assureurs, est-ce qu'il y a quelque chose derrière au niveau des cotisations? Alors oui, tout à fait. On a effectivement identifié ces acteurs, donc à savoir la DSR et les assureurs, comme étant des acteurs clés dans la démocratisation de ces équipements. Donc on a déjà mis en place des collaborations. On travaille, par exemple, la DSR proposait pour la démocratisation une campagne de communication pour déjà faire connaître l'airbag. Le problème aujourd'hui, c'est avant le prix, c'est surtout la méconnaissance du produit. C'est un équipement qui est nouveau et que les gens connaissent peu. Et malheureusement, les motards aujourd'hui s'intéressent beaucoup plus souvent à mettre 700 € dans un pot acraponique qui fait du bruit que. Ah, mais quand même, on a quand même beaucoup disons qu'on est sur des achats fun. L'airbag, c'est pas fun. Parler d'accident, ça fait pas sourire. C'est quelque chose qui se voit pas. C'est pas un élément de style aujourd'hui. Et donc, il y a un vrai travail de démocratisation à faire. Donc, le gouvernement nous aide là-dessus. Après, pour ce qui est des questions de TVA aujourd'hui, je sais que c'est une question qui est abordée, mais j'ai pas la réponse. J'ai un certain Bruno L sur le chat qui dit non. Ouais, ok. Merci Bruno M. Et concernant les assurances, on est aussi sur une étude statistique en collaboration, en l'occurrence avec la Mutuelle des motards, pour essayer de savoir quelle est la réduction des blessures sur un pilote équipé d'airbag, pour savoir en gros combien coûte quelqu'un équipé d'airbag versus quelqu'un qui ne l'est pas, de par les habitudes de conduite, mais de par l'efficience de la protection en elle-même. Dans l'idée d'avoir effectivement l'assureur qui joue un rôle plus important dans l'accessibilité aussi de cet équipement. On va devoir passer à la séquence suivante. Mais vous restez pour le déjeuner? Et ben voilà, vous pourrez poser toutes vos questions à l'heure du déjeuner. Et donc, je vous informe que Rodolphe a le 06 de Bruno LM. Il nous suit sur. Ouais, juste une petite ouverture en 30 secondes. C'était pour nous, la sécurité, on peut la décliner en trois points. La sécurité primaire, secondaire et tertiaire. La sécurité primaire, c'est d'éviter le risque. La secondaire, c'est de traiter ce risque. Et la tertiaire, c'est qu'elle ne rentre pas dans ma slide. C'est après le risque de soigner ce risque. Du coup, la tertiaire, les assureurs et le corps médical sait le faire. Nous, on adresse le sujet de la sécurité secondaire en traitant ce risque, en apportant une protection supplémentaire. Et la brique qui pourrait manquer aujourd'hui, c'est la primaire. Ça rejoint la présentation précédente. Et avec notre base de données, aujourd'hui, on est capable d'identifier déjà pour le racing des zones accidentogènes et on pourrait imaginer faire des travaux similaires pour le réseau routier classique. Merci beaucoup.